Aujourd'hui, si je devais commencer des études en anthropologie, je m'interrogerais sur mon avenir, dans la discipline, et sur la façon, dont je pourrais ou pas avoir un poste pour mener mes recherches. Quand j'ai fait mes études, quand j'ai commencé l'université en sociologie, il y avait toujours des enseignants qui étaient là pour nous dire, «Vous savez, vous commencez des études où vous n'aurez jamais de travail parce qu'il y a pas de débouchés en sociologie, en ethnologie» et cetera, je ne les ai pas écoutés, j'ai continué, j'ai eu la chance d'avoir un poste. J'en connais beaucoup qui n'ont pas eu cette chance et malheureusement, il n'y a jamais assez de postes, pour l'ensemble des possibles chercheurs, bien formés, et c'est pas toujours les mieux formés qui ont les postes, malheureusement. Ça, c'est aussi une autre, qui ont la chance d'être choisis par les collègues pour avoir un poste. Hem, Aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers de la recherche sur, programme avec, l'injonction qu'on a de plus en plus de faire des ANR, des programmes européens, et donc alors ça a un avantage pour les jeunes chercheurs, les doctorants ou les postdocs, de leur fournir des contrats, pour faire les thèses, ou des postdocs, en CDD de quelques années. Mais, est-ce qu'on peut construire toute une carrière de recherche, avec ce type d'emploi en CDD? C'est pas évident. Les gens de ma génération ont eu la chance d'avoir des postes fixes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est recruté, titularisé, a priori, si on fait son travail, avec, suffisamment de publications, régulièrement et cetera, on n'a aucune chance de se retrouver, à la porte de son institution, et donc on peut construire, des programmes de recherche fondamentale sur le long terme. On peut construire nous-mêmes notre propre projet de recherche sans dépendre des aléas de tel ou tel programme, à court terme, qui ne peuvent pas faire de la recherche de la même façon, puisque quand on a un programme sur 4, 5 ans ou 3 ans, ça dépend des types de programmes qu'on peut, des sources de financement. On ne peut pas mener les choses de la même façon en profondeur qu'on le fait sur toute une carrière, comme je l'ai fait moi-même sur la Nouvelle-Calédonie, en changeant de terrain plusieurs fois en Calédonie, en changeant de thématique de recherche, de sujet, tout cela me permet d'avoir une vision, un peu globale, de la société kanak et de ses enjeux, de ses demandes, de son avenir. Heu, Si, à terme, on s'oriente de plus en plus sur de la recherche sur contrat, qu'on n'a plus suffisamment de postes, de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs à l'université, de postes fixes, je vois mal comment, nos disciplines pourraient continuer à se développer, et alors je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants, je ne sais pas si de plus en plus ou pas, je n'ai pas une vision, statistique de la chose, mais il y a quand même beaucoup d'étudiants, beaucoup de doctorants. Quand j'étais, membre du CNU, on voyait toutes les demandes de qualification qui arrivaient chaque année, et il y en avait quand même énormément chaque année. Donc ça veut dire énormément de gens qui ont passé un doctorat en anthropologie et qui demandent une qualification pour pouvoir prétendre à candidater sur un poste, d'enseignant-chercheur à l'université, ou après, au CNRS ou à l'IRD ou à n'importe quel institut de recherche, qui propose des postes, ou à l'école des hautes études. Donc du coup, ça interroge l'avenir de nos disciplines. Alors de plus en plus aussi maintenant, il s'avère que, il y aurait de moins en moins de possibilités de faire des thèses si on n'a pas une thèse financée, c'est-à-dire que si on n'a pas un contrat doctoral avec financement. Or on sait que les contrats doctoraux sont limités, donc si, dans l'avenir on ne peut plus avoir de thésard qui n'ait pas un contrat doctoral, on va limiter, drastiquement le nombre de doctorants, dans nos disciplines, parce qu'on n'a pas suffisamment de contrats possibles pour pouvoir, financer. Moi-même, j'aurais jamais fait ma thèse, puisque j'ai jamais eu de contrat doctoral. À l'époque, ça n'existait quasiment pas. On avait une bourse annuelle à l'école des hautes études en anthropologie, donc
Je ne l'ai pas eu, donc voilà. Donc je me suis débrouillée, avec ma famille, avec, un peu de travail comme ça pour, pouvoir vivre le temps que je fasse mes études. Et du coup, il y a beaucoup de gens aujourd'hui en poste qui n'ont jamais eu de financement pour faire leur doctorat. Donc ça limite, énormément le vivier. Et c'est un choix personnel. Si on choisit de faire des études sans financement, je pense qu'il y a aussi des gens qui font des thèses sans pour cela vouloir non plus, faire une carrière. Donc c'est un peu dommage d'en arriver là. Après les études, sur la Nouvelle-Calédonie, heu, moi je prône depuis longtemps à la formation de chercheurs locaux qui puissent prendre en charge la recherche, sur la Nouvelle-Calédonie, que ce ne soit pas toujours des gens qui viennent de l'extérieur pour conduire les recherches en Calédonie. Ça fait depuis longtemps qu'on demande ça. À l'époque, on avait demandé ça avec Jean-Marie Tjibaou, avec le programme Études des sociétés kanak qui devait servir aussi à former des chercheurs locaux. Alors, cela n'a fait que de faire venir plus de chercheurs de métropole en Nouvelle-Calédonie pour étudier les sociétés kanak, malheureusement, ce qui est bien dommage. Ça n'a pas du tout répondu à l'objectif, de Jean-Marie Tjibaou à l'époque, mais comme il a disparu, comme on le sait malheureusement, du coup, ce qu'il avait voulu insuffler n'a pas pu être fait. Et du coup, il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur la Nouvelle-Calédonie. J'en apprends tous les jours, donc voilà, heu, qui font des thèses. Est-ce qu'ils auront des postes? Je ne sais pas. Et il y a un manque de formation, localement, de chercheurs, qui puissent prendre en charge, les recherches sur les sociétés kanak. Ce qui est dommage parce qu'il y a une université en Nouvelle-Calédonie, mais l'université n'a pas suffisamment comment dire? D'encadrants, à la hauteur de ce qu'il faudrait pour former des jeunes générations d'étudiants et de chercheurs, ou d'enseignants-chercheurs. Donc, être anthropologue en situation coloniale, ça induit un certain nombre de choses, que peut-être on n'a pas quand on travaille sur des sociétés, avec lesquelles on n'a aucune, relation, historique, hein, je dirais. La Calédonie a été colonisée par la France en 1853. En arrivant en Calédonie en 83, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, j'ai été frappée par le contexte, colonial, de Nouméa la ville blanche, comme on disait et qu'on peut toujours dire d'ailleurs aujourd'hui. Nouméa la ville blanche, même s'il y a il y a plus de présence kanak dans les rues aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque. Donc la situation coloniale, comme l'a, théorisé Georges Ballandier par exemple, est quelque chose d'extrêmement important. Et j'ai fait mes études aussi, en anthropologie politique sur la Nouvelle-Calédonie, dans le sillage de Ballandier, mais aussi de Michel Leiris en prenant en compte aussi, Frantz Fanon avec, Peau noire et masque blanc. Enfin, toutes ces choses-là ont forcément, guidé mon travail et comme, le rappelait, Michel Leiris, un ethnologue en situation coloniale se doit de dénoncer ce qui se passe sur le terrain sur lequel il travaille. Alors, on nous dit aujourd'hui, qu'on a notre devoir de réserve en tant que fonctionnaire et qu'on ne doit pas s'exprimer, mais moi je ne vois pas comment, faire un travail de recherche sans participer en tant que citoyenne aussi, à la vie politique, du pays sur lequel on travaille et donc à rendre compte d'un certain nombre de choses. Donc quand j'ai commencé mes études sur la société kanak, j'ai été rattrapée tout de suite par l'histoire, puisque le 18 novembre 84, il y a eu, le boycott des élections territoriales, du statut Lemoine, qui était le énième statut, proposé à la Nouvelle-Calédonie, qui a oscillé depuis, 46. Donc la sortie, officielle du colonialisme, bien qu'on soit toujours en colonisation, c'est-à-dire le statut de colonie au sens de l'État français, au statut de faisant partie de la République, à partir de 46. Mais faisant partie de la République ne veut pas dire que c'est plus une colonie, au sens, stricto sensu du terme. Ce qui est souvent un débat avec certains de mes
collègues qui parlent toujours de situation postcoloniale parce qu'en 1946, on est sorti du statut de l'indigénat et donc de la colonie. Mais il y a toujours la présence française, la tutelle de la France en Calédonie depuis 1946 et donc on n'est jamais sorti de la situation coloniale. Et donc au gré des statuts, la Calédonie a oscillé avec plus ou moins d'autonomie. Et pour arriver au énième statut de 84 qui a été refusé par les Kanaks, le statut Lemoine, et donc a été boycotté avec cette image d'Éloi Machoro, un leader indépendantiste qui a cassé avec un hache l'urne à Canala le jour du vote. Et il y avait des barrages sur les routes qui ont mis la Calédonie dans un état de révolte. Certains de mes collègues, comme Hamid Bokaden, parlent de révolution. Mais effectivement, pendant plusieurs semaines, la Calédonie a été totalement bloquée. Le vote n'a pas pu avoir lieu correctement. Et il y a eu plusieurs morts parce que les choses étaient très tranchées entre Kanaks et non-Kanaks, Caldoches, avec des milices armées par les anti-indépendantistes contre les Kanaks. Et ça a mené jusqu'au massacre de Tiendanit, une embuscade qui a été perpétuée par les anti-indépendantistes qui étaient des métis à l'époque de la région de Yingen, qui ont fait une embuscade sur la route qui remontait à Tiendanit, entre Yingen et Tiendanit, où ils pensaient que Jean-Marie Tjibaou serait présent. Et il n'était pas là, où ils ont massacré 10 Kanaks qui étaient dans les voitures, ils les ont tirés à vue, etc. et tout, et mis le feu aux voitures. Enfin, ça a été vraiment... et donc, ça, c'était début décembre 1984. Malgré tout, Jean-Marie Tjibaou, qui avait donné le mot d'ordre de lever les barrages, a maintenu son mot d'ordre de lever les barrages. Et ça a mené aussi à la venue d'Edgar Pisani sur le territoire pour essayer d'apaiser les choses et trouver une solution consensuelle. Edgar Pisani avait proposé un plan d'indépendance association qui a été, début janvier, qui a été refusé par tout le monde. Le gouvernement n'a pas suivi Pisani dans son plan, de toute façon. Donc, le 12 janvier 1985, une embuscade du GIGN a tué Éloi Machoro et Marcel Nonaro, qui était donc Éloi Machoro, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a brisé le... Donc la situation en Calédonie a été quand même difficile pendant plusieurs mois. Et puis finalement, on a obtenu le statut, enfin le gouvernement a proposé le statut qui s'est appelé Fabius Pisani, c'est-à-dire qui a repris un certain nombre d'éléments de Pisani, mais qui a été revu par le Premier ministre Laurent Fabius, qui a mené à des élections régionales. La Calédonie a été découpée à l'époque en 4 régions, Nord, Sud, Loyauté et Centre, région Centre. La Calédonie donc, a une grande terre qui a été coupée en 3 régions, plus les îles Loyauté à l'extérieur. Et ça a été le début de l'apprentissage de la gestion territoriale par les Kanaks. Pas l'apprentissage, mais la mise en place de ce qu'ils pouvaient faire en termes de gestion sur des institutions sur lesquelles ils avaient la compétence, les régions, qui ensuite a débouché sur les provinces avec l'accord de Nouméa. Donc l'accord de Nouméa a été fait pas l'accord de Nouméa, l'accord de Matignon, en 1988. Aux élections présidentielles de 1988, les Kanaks avaient décidé un mouvement d'action pour pouvoir, comme disait Jean-Marie Tjibaou, à chaque fois que je viens ici en France, je répète la même chose, mais ils ne nous entendent pas, ils ne nous comprennent pas, donc il va falloir se manifester plus violemment pour qu'ils nous comprennent. J'étais très proche de Jean-Marie Tjibaou parce que depuis 85, fin 84, début 85, quand il venait en France, les camarades Kanaks m'avaient demandé de faire son secrétariat ici en France, travail militant, puisque moi je n'avais pas de poste, j'étais donc libre de mon temps. J'étais en train de finir les corrections de ma thèse puisque je l'ai soutenue en février 85.
Et donc pour faire l'intermédiaire entre, la personne qui était en contact avec les journalistes et Jean-Marie pour que les journalistes n'aient pas le contact direct avec Jean-Marie. Il faut rappeler qu'à l'époque, on disait quand même que c'était un terroriste et cetera et que voilà. Donc ce travail militant, m'a amené à le côtoyer souvent, et puis, on était investis aussi dans le soutien aux Kanaks à travers une association, qui s'appelle toujours Association Information et Soutien aux droits du peuple kanak, qui faisait un petit journal kanaki et donc à ce titre-là, je le rencontrais souvent pour faire des interviews, pour faire des articles et voilà. Et donc en 88, il y a eu la prise d'otage à Ouvéa, de la gendarmerie d'Ouvéa, qui s'est soldée, comme on le sait, par... ils pensaient de toute bonne foi que les gendarmes se laisseraient faire. C'est un peu naïf, mais bon, parce qu'ils allaient souvent à la gendarmerie, que voilà, ils parlaient et tout. Mais ils ne se sont pas laissés faire, et donc il y a eu 4 morts, ils sont partis avec prise d'otage, et il y a eu ce que tout le monde sait, les otages rapatriés dans la grotte, et l'armée qui a pris le pouvoir sur l'île d'Ouvéa, et qui a libéré les otages et assassiné 19 Kanaks, qui s'étaient rendus pour la plupart, donc les a même achevés, tout le monde le sait maintenant, sur les brancards, avec le gorju. Et donc c'est la première fois que sur le territoire de la République, quand même, c'est l'armée qui intervient pour une opération de force de l'ordre et pas du tout, et alors que ça aurait dû être la police, les gendarmes, mais pas le GIGN. À la suite de ça, il y a les accords de Nouméa, de Matignon, qui réinstaurent une paix fragile, mais une paix quand même, en promettant qu'au terme de 10 ans, il y aurait l'indépendance. 98. En 98, on repousse encore l'échéance, l'État repousse encore l'échéance. Un nouvel accord, l'accord de Nouméa, qui débouchait sur 3 référendums qui ont eu lieu, donc le premier en 2018, le deuxième en 2020, le troisième qui devait avoir lieu en 2022. Édouard Philippe, à l'époque Premier ministre, s'était engagé sur le fait que ça devait avoir lieu en 2022. Et Macron l'a avancé en 2021, en plein confinement, période de Covid, deuil kanak, et donc sans possibilité de faire une campagne électorale. Ce qui fait que les Kanaks les indépendantistes, parce qu'il n'y a pas que des Kanaks indépendantistes, ont appelé au boycott de ce dernier référendum. Donc, premier référendum, on avait, je ne sais plus exactement le chiffre, 43 et quelques pourcents de oui. Le deuxième référendum, 47 et quelques pourcents de oui. Et donc, en suivant la logique, les nouvelles inscriptions de jeunes sur les listes électorales au terme de 2 années supplémentaires auraient fait qu'on serait arrivé en 2022 à sans doute 50% et quelques de oui. Ce qui a été le but, à mon sens, du fait que ce référendum ait été avancé à 2021. Ça évitait un certain nombre d'inscrits supplémentaires sur la liste. Dans ces jeunes inscrits, il y en a beaucoup qui votent pour l'indépendance, pour diverses raisons. Ils ne sont pas tous Kanaks, mais c'est aussi par le fait que beaucoup de jeunes générations en Calédonie en ont marre d'être dirigées par des politiciens d'un autre âge, et ont envie de prendre leur destin en main au niveau écologique, à plein de niveaux. Donc, à la suite de ce référendum bidon, je dirais, puisqu'il a été boycotté quand même par la moitié des électeurs, Macron a crié, à qui veut bien l'entendre, la Calédonie a choisi de rester française à 90%, alors que c'était 90% simplement de la moitié du corps électoral, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Et du coup, on est reparti dans une période d'instabilité totale. Un retour en arrière sans précédent, puisque aujourd'hui encore, malgré les annonces faites d'essayer de rééquilibrer la Nouvelle-Calédonie, de rétablir le fait que les Kanaks soient exclus de tout, de leur donner accès à plus de postes, etc. et tout,
On se trouve aujourd'hui, par exemple, à l'université de Nouvelle-Calédonie, il doit y avoir 5 enseignants kanaks sur l'ensemble du personnel universitaire. Donc on est toujours dans un état, de sous-emploi, des Kanaks, et à diplôme égal, on préfère toujours embaucher des métropolitains que des Kanaks. On fait même venir des métropolitains de France, pour ne pas avoir à donner les postes à des Kanaks. Je me rappelle avoir participé à un colloque à Nouméa en 2019 sur, la souveraineté dans le Pacifique, et en séance plénière, à l'université, où je parlais justement de ce rééquilibrage qui ne se faisait pas, et de dire que, prenant l'exemple justement qu'il y avait toujours peu de Kanaks dans les hautes responsabilités ou dans les emplois, enseignement, recherche, et un petit étudiant, métis, asiatique qui me dit: «Mais avec tout ce qu'on a fait pour eux, comment vous expliquer qu'ils soient pas plus nombreux?» Avec en sous-entendu: «C'est parce qu'ils sont trop bêtes pour y arriver». Donc je lui réponds une première fois, je lui réponds une seconde fois, puis je finis par lui dire: «Mais vous savez, il n'y aura pas de rééquilibrage vraiment sans indépendance. Parce qu'il faut qu'il y ait une volonté politique de rééquilibrer. C'est pas, je veux dire, c'est pas juste, des Kanaks formés sans emploi, il y en a beaucoup». Et donc du coup, aujourd'hui, on se trouve dans une situation, absolument catastrophique. Un racisme en Calédonie, pire que jamais. Des discours, des politiciens, anti-indépendantistes, prônant même pour certains, la départementalisation de la province sud de Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire la province blanche. Et des propositions faites par le gouvernement français dans un document Martyr qui est en discussion actuellement, qui sont absolument catastrophiques, c'est-à-dire qui reviennent 40 ans en arrière, qui font comme si, il ne s'était jamais rien passé en Calédonie. Et en repoussant, une future possibilité de reparler d'indépendance à 2 générations, c'est-à-dire dans 50 ans, c'est pas raisonnable, quoi. C'est pas raisonnable. Et donc, moi, j'ai jamais pu concevoir mon travail d'anthropologue, qui s'est orienté de plus en plus, depuis ces 15 dernières années, en anthropologie politique de la situation coloniale en Nouvelle-Calédonie. Parce que en voyant, la façon dont les choses, évoluent, on se dit que, je sais pas, nos politiciens ne prennent pas en compte, les leçons de l'histoire, quoi. C'est complètement anachronique, on revient en arrière sans arrêt. Heu, on se demande même comment on peut, nier à ce point-là tout un peuple. Et la négation d'un peuple, c'est quand même, une des premières définitions du racisme, à mon sens, quoi. Faire comme si, il n'existait pas, parce que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Et cette expérience en anthropologie politique sur la Nouvelle-Calédonie, m'a permis aussi de faire, différentes publications, que ce soit au journal de la Société des océanistes. J'ai fait 2 volumes, un premier sur les 150 ans de colonisation en Calédonie, qui marquait un peu, l'anniversaire, donc qui a été fait en 2003. Et un second que j'ai fait avec, un de mes doctorants, kanaks, le premier que j'avais eu, sur la Nouvelle-Calédonie, qui était en géographie, à cheval sur la géographie et l'anthropologie, qui malheureusement n'a jamais eu de poste et qui travaille comme éducateur spécialisé en France, où on a coordonné, en 2018, à l'occasion du premier référendum, justement un volume sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, qui a mêlé des auteurs en sciences politiques, en anthropologie, en histoire, pour faire un peu un point sur, les avenirs possibles, de la Nouvelle-Calédonie et la situation, en 2018, où on en est après, tant d'années d'accords, sur, le pseudo-rééquilibrage, sur, le va-et-vient entre les différents statuts, et sur le fait que finalement on progressait pas tant que ça sur la fameuse notion de destin commun, qui a été au centre de l'accord de Nouméa, comme si, on mettait dans un même destin,
heu, les Kanaks et les autres, alors que finalement, chacun avait signé l'accord en restant sur ses positions initiales et en pensant au final que l'emporter. Donc les Kanaks pour l'indépendance, les anti-indépendantistes pour, le statu quo. Et aujourd'hui, en 2023, on s'aperçoit vraiment de ça puisque les déclarations, qu'on entend, à la radio ou à la télévision en Nouvelle-Calédonie, de la part, des anti-indépendantistes sont vraiment de cet ordre-là, quoi. C'est-à-dire que les Kanaks, quasiment n'existent plus, voilà, il faut enterrer définitivement toute notion d'indépendance, et retrouver une stabilité, éternelle de la colonie, quoi. Si je puis m'exprimer ainsi, et donc on a l'impression que franchement, c'est, tant d'années pour en arriver là et repartir, à un point de départ, 40 ans en arrière, quoi. C'est bien dommage et c'est aussi, dans cet, objectif-là qu'avec Mehdi Lahlaoui qui réalise des films, j'ai participé en tant que, conseillère scientifique, à l'écriture de plusieurs films sur, la tête d'Ataï ou sur l'évolution politique de la Nouvelle-Calédonie et qu'aujourd'hui, on a comme projet de refaire justement un peu un un bilan de tous ces films, de tout ce qu'on a fait avec une chronologie détaillée, de la colonisation que j'avais déjà publié dans le JSO en 2018 et que je vais réactualiser jusqu'à maintenant pour pouvoir, faire une chronologie détaillée de la colonisation en Nouvelle-Calédonie. Parce que c'est important de pouvoir, reconstituer un peu toutes les dates et tout ce qui s'est passé, depuis tant d'années.